Le 16 juillet 1793, Paris étouffe sous une chaleur de plomb. Une foule immense s'est massée pour les funérailles du chef de la Révolution. Le cercueil est ouvert. Le bras du défunt pend vers le sol, serrant encore une plume, exactement comme sur le tableau que des milliers de spectateurs ont déjà pu admirer. Un récit hostile, peut-être enjolivé mais terrible, affirme alors que ce bras n'était même pas celui de Marat, qu'il venait d'un autre cadavre, fixé à la hâte pour fabriquer, jusque dans la mort, l'attitude du martyr. Et que ce bras se serait détaché devant la foule, dans un bruit sourd, révélant au grand jour la mise en scène. Vrai ou enjolivé, cette rumeur dit une chose juste. L'homme qui avait peint ce visage de saint savait déjà fabriquer des vérités. Cet homme s'appelait Jacques-Louis David, et ce qu'il avait peint n'était pas un rapport de police. C'était un mensonge, construit détail par détail, jusqu'à rendre l'image plus stable que le cadavre lui-même. Regardez cette toile. Un corps pâle, presque sculpté dans le marbre, s'affaisse contre le rebord d'une baignoire drapée de blanc. Le visage est serein, les yeux sont clos, les lèvres ne grimacent pas, elles semblent accepter la mort. Dans la main droite, une plume d'oie. Dans la main gauche, une lettre tachée de sang. Au sol, un couteau de cuisine. Tout cela ressemble à une photographie judiciaire du XVIIIe siècle, prise sur le vif, à chaud, dans l'instant même du crime. C'est ce que presque tout le monde croit en regardant ce tableau depuis plus de 2 siècles. Le piège du tableau est précisément là. Il donne l'impression d'un constat, alors qu'il fonctionne comme une cérémonie. Commençons par ce que tout le monde voit en premier. Le corps de Jean-Paul Marat, journaliste et député, vient d'être poignardé dans son bain. La blessure à la clavicule est propre, discrète, sans le moindre débordement de sang inutile. La moitié supérieure du tableau est un mur vide, sombre, écrasant. On croit assister à un simple constat. Mais restons un instant sur ce papier posé à côté de l'encrier, sur le billot de Gois. Presque personne ne prend le temps de le lire vraiment. Il s'agit d'un assignat, l'argent papier de la Révolution, accompagné d'un mot. Vous donnerez cet assignat à la mère de 5 enfants dont le mari a péri en défendant la patrie. Et juste en dessous, gravé dans le bois, une date, l'an 2. Une rupture avec le calendrier chrétien, glissée là, discrète, presque invisible pour qui ne cherche pas. Voilà notre première anomalie visuelle. Pourquoi un peintre obsédé par chaque centimètre de sa composition laisserait-il un simple bout de tissu vert sur ce même billot avec une reprise soigneusement cousue? Ce détail minuscule raconte la pauvreté spartiate de Marat mieux qu'aucun discours. Et la lumière, elle, tombe d'en haut à gauche, d'une source que le tableau ne prend même pas la peine d'expliquer, une lumière sans origine domestique, plus liturgique que réelle. Une lumière qui n'appartient déjà plus à aucune pièce, une lumière qui appartient à la légende. On pourrait longtemps s'en tenir à cette lecture tranquille, un simple rapport visuel honnête. Mais regardons ce qui a été retiré du tableau, et un premier fil vient déjà défaire cette version paisible. La peau de Marat, dans la réalité, était affectée par une maladie de peau sévère qui le condamnait à travailler des heures entières dans son bain, seul remède contre la douleur. David l'a effacé entièrement. Il a peint une peau lisse, presque celle d'un athlète spartiate. Ce n'est pas une erreur d'observation, c'est une correction idéologique. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre qui tenait ce pinceau et pourquoi. En 1793, Jacques-Louis David n'est pas seulement le plus grand peintre du néoclassicisme français. Il est député à la Convention nationale, montagnard convaincu, membre du redoutable Comité de sûreté générale, là où l'on signe les mandats d'arrestation. Il a voté la mort du roi Louis XVI quelques mois plus tôt. Cet homme dirige, dans les faits, la propagande visuelle de toute la République. Et il porte en lui une blessure plus intime. Dans sa jeunesse, un coup d'épée reçu lors d'un duel a endommagé le nerf facial de sa joue gauche. Une tumeur bénigne s'est développée, déformant sa bouche, n'empêchant de prononcer certaines consonnes. David bégayait. Il ne pouvait pas haranguer une foule comme le faisait Robespierre ou Marat lui-même. Chez un autre homme, cette blessure ne serait qu'une note biographique. Chez David, elle devient une méthode politique. Parler par les corps, par les poses, par les cadavres, quand la voix elle-même refuse d'obéir. Et il faut ajouter ceci, que presque personne ne raconte. Le 12 juillet, la veille du meurtre, David lui-même est allé visiter Marat malade, envoyé par le club des Jacobins. Il a vu la baignoire, le tapis vert, le billot de bois, exactement comme il allait les peindre. Ce tableau n'est donc pas une reconstitution abstraite, c'est un souvenir personnel, transformé en arme. Autour de ce peintre, la France de l'an 2 est à feu et à sang. Le roi vient d'être exécuté.
La guerre déchire les frontières contre les monarchies coalisées. La guerre civile ravage la Vendée. Et à l'intérieur même de la Convention, Marat vient de jouer un rôle central dans l'expulsion des députés girondins, ces modérés dont précisément l'assassin de Marat était proche. Ce petit assignat pour la veuve sur le billot n'est donc pas un détail sentimental isolé. Il relie ce meurtre intime aux guerres qui saignent le pays tout entier. C'est le moment de regarder la lettre elle-même, celle que Marat tient dans sa main gauche. La plupart des spectateurs pensent qu'il s'agit du document authentique remis par l'assassin. Le problème, c'est que cette lettre n'est pas celle qu'on croit. David a lui-même rédigé ce texte. Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance. Une phrase pensée pour un seul effet: creuser le contraste entre la perfidie de la meurtrière et la bonté infinie de la victime. Reprenons chaque objet, un par un, car ici rien n'est décoratif, et ensemble ils forment moins un décor qu'un système. Le billot fait de la chambre une chapelle. Le couteau, posé au sol, séparé du corps, donne au meurtre la forme d'un supplice. L'historien Robert Rosenblum a établi un lien direct entre cet objet et les reliques des martyrs chrétiens. La plume, tenue dans une main déjà sans vie, ne relève pas de l'anecdote. David avait lui-même promis à la Convention de peindre Marat écrivant pour le bonheur du peuple, et cette plume affirme que l'intelligence a survécu à la violence. Les draps blancs, enfin, effacent la baignoire et imposent de linceul, citation directe des scènes de mise au tombeau du Christ. Chaque objet retire Marat de Paris pour le déplacer dans une religion nouvelle. On croyait regarder un fait divers sanglant, on regarde une piéta laïque montée pièce par pièce. On pourrait s'en satisfaire, cette lecture symbolique suffirait presque. Officiellement, c'est l'explication qu'on retient aujourd'hui, une piéta politique, un chef-d'œuvre de propagande. Mais un examen scientifique récent déplace cette version confortable. Entre 2019 et 2022, le projet Face to Face, mené par l'Université de Liège, a passé la toile au peigne fin grâce à la réflectographie infrarouge et à la radiographie. Ce qu'ils ont découvert ne corrige pas un détail du tableau. Cela déplace son centre moral. Regardons d'abord ce que la technique elle-même nous apprend, avant même de parler de symboles. Près de la moitié de cette toile, toute la partie supérieure est laissée presque vide. David l'a peinte avec une technique appelée frottis, un frottement de brosse presque sèche avec un minimum de pigment, laissant transparaître le fond même de la toile sous la couleur. Ce n'est pas un mur inachevé par manque de temps, c'est un vide construit, qui refuse toute anecdote domestique, aucun papier peint, aucune fenêtre, aucune porte. David arrache la scène du temps réel pour la faire flotter dans un espace métaphysique. Et il a peint tout cela en 3 mois à peine, de la mi-juillet à la mi-octobre de la même année, un rythme fiévreux pour une toile de cette ampleur et de cette finesse. Mais avant d'y venir, un mot sur une autre découverte, presque aussi étrange. Une analyse au microscope, grossissant l'image 200 fois, a révélé des fibres textiles étrangères incrustées dans toute la couche de peinture. Pendant des décennies, on racontait que David avait simplement recouvert le tableau de peinture blanche pour le cacher sous la restauration des Bourbons. La toile ne ment pas seulement par ce qu'elle ajoute, elle ment aussi par ce qu'elle a caché après coup. Elle a été dissimulée par une seconde toile vierge, tendue par-dessus l'original, clouée sur le même châssis. Le tableau est resté ainsi, des décennies durant, debout dans un atelier, prenant l'apparence d'une toile neuve, jamais commencée. Pour mesurer à quel point ce choix était radical, il suffit de regarder ce qu'a peint, presque au même moment, un autre artiste présent lui aussi dans l'entourage de Marat, Jean-Jacques Auer. Chez Auer, la scène est chaotique, hystérique. Marat se tord de douleur dans son bain, le sang coule à flot, les meubles sont renversés et Charlotte Corday se dresse, menaçante, au-dessus du corps. David a fait exactement l'inverse. Il a vidé la pièce de tout bruit humain, jusqu'à ce silence de pierre que nous connaissons. 2 peintres, un même soir, 2 versions opposées. Et c'est celle de David, la moins documentaire mais la plus efficace, qui a traversé les siècles. Mais est-ce vraiment le détail le plus troublant de cette peinture? Non. Il y a autre chose que très peu de spectateurs remarquent. La radiographie a montré que le visage de Marat, sous la couche finale, était différent. Les yeux, à l'origine, étaient peints ouverts. La mâchoire pendait, relâchée, comme celle d'un corps réel en train de raidir. David a ensuite, couche après couche, fermé ses yeux et remonté cette mâchoire, jusqu'à sculpter ce visage apaisé que nous connaissons. Le turban lui-même a été élargi en cours de travail, comme si David cherchait à discipliner jusqu'aux traces matérielles du cadavre, à faire taire ce que le corps réel aurait pu encore trahir. Autrement dit, ce que vous regardez n'est pas un homme mort, c'est un homme mort que l'on a repeint pour qu'il cesse de l'être tout à fait.
Il faut alors revenir à ce qui semblait la plus grande énigme des chercheurs. Dans la main droite qui tient aujourd'hui la plume, la radiographie révèle qu'il y avait d'abord une feuille de papier froissée, et sous la main gauche, les contours d'une plume disparue. David a inversé les deux objets, à un stade avancé du travail. Était-ce parce qu'il a réalisé, tardivement, que Marat était peut-être gaucher, comme David lui-même s'était trompé en se représentant sur son propre autoportrait? Était-ce un choix d'équilibre visuel ou une décision politique pour concentrer l'œil du spectateur sur la lettre de l'assassine plutôt que sur le geste du savant? Personne ne le sait avec certitude. Peut-être n'y avait-il là qu'un papier sans importance. Mais David l'a remplacé par une plume, et ce remplacement suffit à rendre le vide suspect. Il y a une autre connexion, que les sources d'époque ne mentionnent jamais, et qui, à mon avis, en dit plus sur l'ambition de David que n'importe quelle biographie officielle. La main droite de Marat, celle qui pend vers le sol, n'est pas seulement une citation de la Pietà de Michel-Ange. C'est presque, trait pour trait, la main du cadavre d'Hector, dans un tableau que David lui-même avait peint 10 ans plus tôt, la douleur d'Andromaque devant le corps d'Hector. L'analyse par superposition numérique montre une correspondance frappante. David n'a pas seulement sanctifié Marat, il l'a assimilé, visuellement, au plus grand héros de Troie. Ce tableau n'est pas simplement une Pietà déguisée, il est aussi un instrument de guerre politique. Le 14 juillet 1793, le lendemain du meurtre, un député interpelle David depuis la tribune. « Où es-tu, David ? Tu as transmis à la postérité l'image de Lepelletier, mourant pour la patrie. Il te reste à peindre un autre tableau. » La Convention voulait une icône. En faisant de Marat un martyr sans défaut, elle offrait à chaque député une justification morale pour continuer, sans hésiter, à signer de nouvelles condamnations. Le tableau fut accroché dans la salle même des séances, à droite de la tribune du président, formant un diptyque avec la mort de Lepelletier, aujourd'hui disparu, détruite probablement par la propre fille de Lepelletier en 1826. Chaque jour, en regardant ce saint moderne, les députés votaient la guillotine en s'assurant que le sang versé défendait des idéaux et non une machine de terreur. À ce stade, le tableau cesse d'être une scène de meurtre. Il devient une machine à produire du consentement. Officiellement, on présente cette œuvre comme une Pietà laïque parfaitement maîtrisée, froide, calculée jusque dans ses moindres traits. Mais d'autres chercheurs n'acceptent pas cette lecture uniquement politique. Ils y voient aussi un deuil personnel, la tentative d'un homme traumatisé d'imposer un ordre géométrique et silencieux au chaos sanglant de son époque. Les deux versions ne s'excluent pas forcément, et personnellement, je pense que la vérité tient un peu des deux, un calcul politique glacial porté par une douleur bien réelle. Il y a un renversement encore plus étrange, venu non pas de l'histoire de l'art, mais de la science moderne. Des analyses génétiques menées en 2019 sur des taches de sang conservées sur les pages authentiques du journal de Marat ont révélé la présence d'un champignon, Malassezia restricta, et d'agents bactériens opportunistes, ce qui a conduit les chercheurs à évoquer un possible eczéma séborréique surinfecté plutôt que la syphilis longtemps évoquée, méchamment, par les royalistes de son époque. Cette hypothèse scientifique, encore prudente dans ses propres conclusions, rend le mensonge de David plus troublant. La peau de marbre qu'il a peinte n'était pas seulement une idéalisation esthétique, c'était l'effacement d'une souffrance que la science elle-même peine encore à nommer avec certitude. Le culte qui a suivi ce tableau dépasse tout ce qu'on imagine. Pendant la campagne de déchristianisation, des révolutionnaires sont entrés dans les églises de Paris pour renverser les crucifix et les statues du Christ, les remplaçant par des bustes de Marat. On priait devant ces bustes en récitant des litanies presque blasphématoires, comparant ses souffrances à celles du Christ. Son cœur fut embaumé séparément, placé dans une urne sur un autel au club des Cordeliers. Et puis, aussi vite que le culte était né, il s'est effondré. En 1795, après la chute des Jacobins, les bustes de Marat furent jetés dans les égouts. Posséder ce tableau devint un crime politique. Le disciple préféré de David, Antoine Gros, cacha secrètement la toile en France, pendant que David lui-même s'exilait à Bruxelles, banni pour avoir voté la mort du roi. On pourrait croire que cette peinture n'est qu'une curiosité politique du XVIIIe siècle, refermée sur son époque. Mais posons-nous une question simple. Une esthétique parfaite, une lumière savamment maîtrisée, peuvent-elles suffire à faire aimer, pendant plus de 2 siècles, l'un des architectes de la terreur? La réponse est accrochée devant nous depuis plus de 200 ans. Ce tableau ne raconte pas seulement la violence. Il lui donne un visage acceptable. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui était écrit sur ce premier morceau de papier froissé, celui que David a fait disparaître de la main droite de Marat avant de le remplacer par une plume. Ce premier papier n'est plus un document. Il est devenu une couche de peinture, absorbée, digérée,
transformée en matière picturale, et c'est peut-être le seul document que le tableau ait jamais avalé. La toile repose aujourd'hui à Bruxelles, loin de la France qui l'a vue naître, loin du sang qu'elle a servi à justifier. Le silence du musée a remplacé le vacarme de la Convention. Mais si l'on s'approche assez près, sous une lumière particulière, on peut encore voir, incrusté dans la peinture, les fibres de ce second tissu qu'il a caché pendant des décennies. Non pas une métaphore du mensonge, sa trace physique prise dans le vernis. Alors une dernière question, à vous de la trancher. Si ce tableau a été repeint couche après couche pour transformer un visage d'agonie en visage de sommeil paisible, qu'est-ce qui aujourd'hui encore nous empêche vraiment de voir la différence entre un homme et l'icône qu'on a fabriqué à sa place ?